On a 3 quarts d'heure devant nous, donc je vais distribuer la parole et surveiller le temps. Et le sujet étant la stratégie mobile, on a vu qu'ici vous êtes déjà très nombreux, une grande majorité à avoir des smartphones. C'est la tendance, au nombre croissant d'utilisateurs de smartphones. Face à ça, les entreprises sont de plus en plus nombreuses à vouloir mettre en place une stratégie mobile pour rester compétitive. Et beaucoup se posent la question d'y aller, déjà en cherchant par quel bout commencer. Ils entendent parler d'applications, de sites mobiles, de sites responsifs. Et il faut pour ça faire le tri pour savoir comment atteindre sa cible. Donc on va avoir 3 intervenants de qualité pour traiter de ce sujet et nous permettre de faire le tri par leur retour d'expérience. Donc on va avoir Jérôme Donati, qui est co-animateur de la commission e-business et qui est ici surtout en représentant de l'agence Creabilis, qui a une forte expérience dans le e-commerce, donc il va nous faire partager le point de vue d'une agence. Voilà. On a Clémentine Leménager qui va nous faire part de son point de vue du côté de e-commerçant. De la part de Vente du Diable, donc qui est e-commerçant dans les ventes privées high-tech, maison, sport et mode, et qui a mis en place depuis déjà quelques années une stratégie mobile, donc qui nous parlera de son expérience. Et enfin, nous accueillons donc Aladin Aledri, qui est dirigeant et cofondateur de Siberian, qui est un CMS open source de création d'applications mobiles, qui a été lancé il y a un petit peu plus d'1 an maintenant. Voilà, donc on pourra faire le tour de la question avec 3 points de vue très complémentaires et de qualité. Alors, déjà, j'ai une première question que je voulais poser à Jérôme Donati. Donc, avoir le point de vue d'une agence. Parce que, est-ce qu'il y a ici des spécialistes du web, des professionnels du web? Déjà, je ne vais pas demander. Non, un petit peu. Alors, vous avez dû en entendre parler et vous avez dû faire partie de ceux, peut-être, qui ont tremblé suite à une annonce de Google en début d'année, qu'on a nommée, entre nous, l'Armageddon mobile. Donc, nombreux sont les sites qui ont eu peur d'être déclassés par Google. Il y a eu des confusions, il y a eu des informations. Donc, Jérôme, pouvez-vous nous préciser de quoi s'agit-il réellement? Et est-ce qu'il y a eu des effets catastrophiques qu'on attendait? Alors, sur les effets, on va en parler un peu plus amplement. Je ne sais pas si vous m'entendez correctement. Oui, okay. Il faut situer un petit peu dans le contexte qu'est-ce qu'est l'Armageddon mobile, tel qu'il a été baptisé par les référenceurs du web. Ce n'est pas Google qui l'a lancé, il faut bien être clair. L'objectif de Google, déjà, la première chose, c'est une première annonce qu'il a fait depuis son existence. Il n'a jamais acté un quelconque bouleversement déjà dans ses algorithmes, quoi que ce soit. Là, le 21 avril, c'est la seule date qu'il a énoncé comme quoi il allait se passer quelque chose. Donc effectivement, tout le monde a acté de cette date-là. L'objectif pour lui, c'est avant tout se dire, aujourd'hui, effectivement, on a un monde qui a changé, qui est en mutation. On consulte énormément par mobile. Et il est normal, dans ce cadre d'évolution, qu'on favorise un petit peu les sites qui font ce travail-là, de proposer un contenu adapté à une consultation mobile. Donc, on parle de site, mais on va surtout parler de contenu au sens large. Ce n'est pas parce que on peut avoir une seule partie du site qui peut être totalement visible par un smartphone et pas nécessairement la totalité du site. Et on va parler de mobile friendly, selon le terme consacré à Google, en disant un site qui est mobile friendly est totalement visible, acceptable pour Google. Déjà. Donc ça, c'est le premier sujet à évoquer. Donc on n'évoque pas la notion de pénalité, mais on va évoquer la notion de est-ce que vous avez un site qui peut être consultable dédié à une situation en consultation mobile. Déjà pour le point. Donc après, ce qui est intéressant, et ce qu'on va vous montrer un petit peu dans le slide suivant, c'est la répercussion effectivement que l'on a. Alors ce sont des chiffres qu'on va essayer d'épondérer un petit peu, parce que le résultat a été constaté sur une centaine de sites francophones, et sur les 100 sites qui ont été audités, vous avez à peu près que 14% qui n'avaient pas de site en mobile friendly. Et bien donc on a mesuré le taux de la visibilité de ces sites-là avant et après, on voit la disparité et le recul qu'il pouvait y avoir, et on se rend compte que le choc il n'est pas au rendez-vous, puisqu'on a un recul de moins 5% de présence sur mobile, et avec une perte de position de serveur de mots-clés de l'ordre de 7%.
Donc une faible disparité, on n'est pas du tout dans le registre du gros bouleversement tel qu'il était énoncé par les acteurs de référencement. Maintenant, ce qu'il faut voir surtout, c'est que vous avez des écarts de disparité relativement importants. Dans ces chiffres-là, si on considère la Larousse, par exemple, c'est 0,4% de perte de visibilité, donc c'est relativement insignifiant. Par contre, un acteur tel que Première, lui, il a perdu 25% de part de visibilité. Donc vous voyez les écarts qui sont relativement fluctuants, qui sont importants, et qui vont s'expliquer en particulier d'une part par rapport au secteur d'activité. La Larousse, encyclopédie, de l'autre côté, Première, là vous avez une consultation qui est un peu plus accrue, qui est beaucoup plus en situation mobile, donc des enjeux qui ne sont pas les mêmes, et donc du coup des reculs qui sont plus marqués dans certains secteurs. Ensuite, un autre facteur, c'est que là je vous ai parlé de 14%, c'est les 100 premiers sites français. Maintenant, si on regarde au global, aujourd'hui en France, sur les 200 000 sites qui existent, vous en avez simplement 37% qui sont réellement mobile friendly. Donc, on ne peut pas considérer aujourd'hui que les 5% sont révélateurs. Il faut regarder d'une manière beaucoup plus globale et considérer en fin de compte que une des raisons pour lesquelles on n'a pas forcément un recul tant attendu, c'est que le marché dans sa globalité, il n'est pas réellement prêt, il n'est pas totalement équipé pour pouvoir répondre à une situation mobile. Voilà. Alors, au-delà de ça, maintenant, si on s'arrête juste à ce stade, vous pourriez très bien dire, mais pourquoi moi, en tant que marchand, j'ai me soucier d'avoir une application mobile? Parce que, effectivement, avec le taux de présence qu'ont mes concurrents, je ne vois pas trop l'intérêt. On va le regarder un petit peu à côté, parce que, avant tout, la première chose que nous invite Google, c'est souciez-vous d'abord de vos clients. On ne va pas faire plaisir à Google, on ne fait pas du mobile friendly pour faire plaisir à Google. On fait d'abord du mobile pour satisfaire à une audience client. Voilà. Et l'audience client, eh bien, aujourd'hui, on a 50% de nos clients qui sont en navigation mobile. Ce n'est pas un chiffre négligeable. Vous avez à peu près 30 à 40% d'audience sur un site qui va se faire en mobile ou en tablette. Alors, même sur certains sites, vous pouvez aller jusqu'à 30% exclusivement sur du mobile. Donc dans ce cadre de figure-là, il est évident que vous avez un marché qui est relativement conséquent, qui est dédié à un public en situation mobile pour lequel il va falloir présenter une offre qu'il va pouvoir consulter. Parce qu'une grande image qui fait 800 pixels de large qui prend toute la totalité d'un écran sur un mobile, ça va être difficile à lire. Donc, il faut pouvoir s'adapter un petit peu par rapport à ce type de situation. Et après, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, le marché est un peu naissant, on est à peu près seulement sur des taux de transformation assez faibles en termes de mobile. Ça, je pense qu'on peut comparer certains chiffres, ça dépend totalement des secteurs. On est à peu près sur du 14% en termes de taux de transformation sur du mobile, en termes d'achat concrétisé. Mais ce qui est peut-être plus intéressant, c'est les perspectives qu'on va avoir. Alors, ce sont des chiffres que je vous livre, qui ont été croisés à travers différentes sources. En l'occurrence, ça fait base, celle qu'on connaît, hein, et différents sites spécialisés en termes d'e-commerce. Vous avez également Yoda, que je vous invite à consulter, qui présente beaucoup de sources d'informations intéressantes. On va passer au slide. Alors pourquoi on va s'intéresser aux perspectives? Parce qu'en termes de taux d'équipement, vous voyez, 13%, c'est la croissance qu'on va avoir en termes de taux d'équipement en smartphone. Donc la situation que vous avez aujourd'hui, elle va forcément croître. Vous avez également le taux de fréquentation en mobile. On va avoir un taux de l'ordre de 5% qui va accroître. Je vous donne un exemple, en l'occurrence, et vous avez d'ailleurs à vous référer parce que M. Lascourt qui est ici présent, pour lequel on sait qu'effectivement le site va intervenir tout à l'heure, on a pu mesurer l'audience sur les 30 derniers jours passés, c'est-à-dire c'est tout à fait récent, par rapport à l'année dernière. Ben, le taux de fréquentation sur mobile, il a doublé. Donc, pour vous donner cette ordre d'idée. Pour un site qui est encore en chantier sur la partie mobile. Alors, ensuite, ce qui va nous intéresser également, eh bien, c'est la progression du chiffre d'affaires que vous pouvez avoir sur mobile et le prévisionnel que vous pouvez avoir directement sur ce canal-là. Alors, si c'est avec ces slides-là, vous n'êtes déjà pas convaincu qu'il faut aller sur le mobile, je vais vous donner un autre exemple. C'est une étude qui a été fournie par la Redoute, en l'occurrence, qui montre, qui n'est pas illustré en slide, en l'occurrence, que plus un internaute a de canaux de consultation variés, c'est-à-dire smartphone, tablette, plus il augmente sa capacité de taux de transformation. Alors, ce n'est pas des taux de transformation anodins, c'est 50% pour quelqu'un qui est équipé avec deux canaux, c'est-à-dire un PC ou un smartphone, PC ou tablette. Ça monte à 75% s'il y en a 3. Et si on parle de taux de transformation et en chiffre d'affaires, on va parler de 15% à 30%. Donc le marché, stratégiquement, il est effectivement sur
la capacité d'avoir un site qui adresse son client de différentes manières. Voilà. Aussi, c'est très convaincant, je pense. J'aimerais voir le point de vue de Vente du Diable, parce que Vente du Diable, donc Clémence, a entendu ces chiffres, ces études pour se lancer dans l'aventure mobile, puisque le site mobile vous l'avez lancé en 2010, donc il y a 5 ans, et l'application en 2011. Donc pouvez-vous nous faire un retour d'expérience du point de vue du commençant, et juste avant, on va faire un petit point sur ce qu'est Vente du Diable, parce que je suis passée très très rapidement tout à l'heure. D'accord. Donc Vente du Diable, c'est un site de vente privée spécialisé dans le high-tech. On est aussi présent sur les univers maison, sport et mode. Et donc on a décidé de se lancer assez tôt sur le mobile, tout simplement aussi par rapport à notre offre. En fait, c'est vrai que donc 50% de nos ventes privées environ sont des produits high-tech. Et de fait, notre cible est depuis toujours particulièrement technophile. Et il nous avait semblé important, dès les prémices de la consultation de l'audience mobile, d'avoir un support pertinent pour cette audience-là. La première version du site mobile, en effet, c'est 2010. A suivi d'autres évolutions du site. Aujourd'hui, on travaille sur un site responsive qui puisse être adapté également au format tablette ou encore phablette, c'est un format de téléphone un peu hybride entre tablette et smartphone. Puisque aujourd'hui, le trafic mobile, en effet, a beaucoup augmenté par rapport à l'an dernier. Je pense que le x2, c'est aussi ce qu'on a pu observer sur Vente du Diable. Et j'ajouterais qu'avec le comportement des ventes privées, où les ventes privées, tous les jours, c'est le rendez-vous à 7h du matin pour voir qu'est-ce qu'il y a comme marque en vente avec des produits en stock limité, donc à saisir dès l'ouverture. Et donc on a des pics d'audience entre 7h et 9h le matin qui sont particulièrement sur mobile, puisque c'est vraiment la tranche horaire où on est en situation de mobilité, en transport, etc. Et c'est vrai que site mobile plus application, on atteint jusqu'à 50% de notre audience sur mobile pendant ces pics du matin. Donc voilà, c'est d'autant plus important aujourd'hui d'avoir un support ergonomique pour ses visiteurs et pour la conversion. On le lit aussi à 7h du matin. Ça peut être pratique. Il y en a qui sont à la tablette alors. Donc voilà. Donc aujourd'hui, le site responsive, il n'est pas encore sorti. C'est pour bientôt. En attendant, donc on a déjà activé une newsletter en responsive. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on consulte principalement, on est très nombreux à consulter nos emails et donc les newsletters sur mobile. Et toujours, pour la newsletter qu'on envoie à l'ouverture des ventes privées, on peut être sûr qu'elle soit bien lue sur le device de lecture. Donc là, la newsletter responsive, on l'a mis en place il y a 2 mois et on a constaté un taux de réactivité de plus 1,8%. Ce qui n'est pas rien juste sur le support newsletter. Donc voilà, pour ce qui est site mobile, donc l'audience, beaucoup d'audience liée à l'envoi de la newsletter. Et ce qui était important pour nous aussi dans le déploiement du site mobile, c'est de pouvoir appliquer toutes nos campagnes de collecte aussi sur ces supports-là. Aujourd'hui, l'affiliation, AdWords, référencement naturel, réseaux sociaux, tout ça, ce sont des internautes qui sont des mobinautes et donc nos campagnes, on veut que ça arrive sur une landing page qui soit adéquate. Sinon, c'est pas la peine de faire ces campagnes de collecte sur mobile. Côté application, donc on a mené également des campagnes de collecte directement sur application. De là, on s'est rendu compte que quand même télécharger une application par rapport à une visite de site mobile, c'est un acte beaucoup plus engageant. Donc c'est vrai qu'il y a une déperdition entre le clic et le téléchargement dans le store. Donc ce qu'on a pu constater en tout cas, c'est que l'impact de la note est particulièrement important. Par exemple, on a mis en place récemment une invitation
auprès des utilisateurs de l'application à noter notre application, puisque sans y être invité, on n'y pense pas forcément. Tout utilisateur est tout à fait disposé à noter, mais encore faut-il lui transmettre la suggestion. Donc c'est vrai qu'on n'avait pas énormément de notes régulières jusqu'à la mise en place de cette chose-là. Et grâce à cette petite fonctionnalité en plus, en une semaine, on a vraiment collecté depuis des avis très réguliers, chaque jour des dizaines d'avis sur l'application. Et on a constaté que sur les campagnes de collecte du download, ça a beaucoup mieux converti en fait. C'est vraiment un élément fort de rassurance parce que télécharger une application, c'est quand même un acte d'engagement supérieur. Cela étant dit, nous, c'est vrai qu'aujourd'hui, on va plus encourager le téléchargement de notre application auprès de nos membres existants, pas forcément auprès de prospects qui connaissent peu ou pas Vente du Diable. Donc on va s'insérer vraiment en utilisation de nos membres. Et c'est aussi pour ça qu'on a essayé de privilégier sur l'application quelques petits services en plus, l'enregistrement des derniers produits consultés, l'ajout en favoris, des choses pour faciliter la navigation quasi quotidienne de nos membres qui suivent les ventes privées. Et donc sur l'application, il se trouve que notamment par rapport au site mobile, on constate un très bon taux de transfo à l'achat. C'est aussi sans oublier au fait qu'on cible dans le rechargement des membres déjà un peu acquis, déjà un peu promoteurs de notre marque et acquis notre cause. L'ergonomie joue, mais la cible de fait de nos applications va aussi dans ce sens-là. Voilà. Merci beaucoup Clémence. Donc Clémence a évoqué plusieurs solutions. Elle a évoqué le site mobile, le responsive, l'application. Jérôme, est-ce que vous pouvez nous aider à faire le tri un petit peu et comprendre un peu mieux les avantages et inconvénients, les différences déjà, les avantages et inconvénients de chaque solution? Voilà, on va faire un petit peu le tour. Alors, je vais parler que de solutions, je laisserai le soin à la dame de vous parler de l'application. On va parler effectivement de site mobile, on va parler de site responsive. Ce sont deux termes que vous avez dû entendre. Et ce sont deux solutions que nous avons aujourd'hui. Alors, je vous l'ai illustré ici. Vous avez aujourd'hui le site Jules, qui est un site qui est adapté en site responsive. Et de l'autre côté, vous avez Verbaudet, qui a une stratégie, lui, de site mobile. A priori, il n'y a pas beaucoup de changements, de différence entre les deux. Maintenant, si vous prêtez attention, regardez sur la fiche produit, en l'occurrence de Verbaudet, vous voyez qu'il y a un système de navigation qui apparaît, qu'on n'a pas du tout sur la partie fiche produit. C'est ça. Je faisais allusion effectivement à la notion d'ergonomie. Un site mobile, concrètement, c'est un site qui est dédié effectivement à une consultation dans un environnement public et propre, avec toute une adaptation, une ergonomie qui est vraiment dédiée à l'utilisateur. Parce qu'on va se rapprocher d'un critère essentiel, notre utilisateur, il se balade. Il n'est jamais assis, rarement en tout cas assis, hormis le matin dans son lit à 6h du matin, parce que c'est l'achat. Mais le reste du temps, il est toujours en balade, il va consulter des réunions à droite et à gauche. Donc, il faut pouvoir adapter une application dans l'ergonomie, prévoir ce cas de figure. Vous êtes en application doigt, c'est pas forcément aussi intuitif que vous l'êtes en clavier. Donc, il y a cette approche-là, cette convivialité, cette ergonomie-là, qu'on va retrouver effectivement sur le site mobile. Je vais détailler un peu plus loin les avantages et les inconvénients des deux solutions. De l'autre côté, vous avez le site responsive. Le site responsive, c'est quoi? Alors, on aurait pu appeler ça autrement, adaptatif ou autre, mais en gros, le site responsive, c'est ni plus ni moins que votre site existant, mais qui va être adapté au format de l'écran dans lequel vous le consultez. Donc, vous avez strictement la même information, en tout cas, le contenu qui est présenté dans la page, vous allez le retrouver, à quelques différences près, sur l'interface mobile ou tablette, quelle qu'elle soit. Voilà. Mais on ne différenciera pas le contenu. C'est la grosse différence que vous pouvez avoir avec du site mobile. Juste préciser qu'un site qui n'est pas responsive peut s'afficher sur mobile et sur tablette, mais vu qu'il va être tout à fait réduit et du coup difficilement praticable. Exactement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, rien n'empêche à un site qui n'est pas adapté sur le mobile d'être affiché sur un mobile. Néanmoins, pour pouvoir le visualiser, vous allez devoir zoomer. Donc on n'est pas dans la notion de confort. C'est pour ça qu'en l'occurrence, la démarche de Google, dit écoutez, faites l'effort de présenter correctement. D'une part, ça sera bénéfique pour vous, mais c'est surtout bénéfique pour l'internaute. Donc c'est toujours l'intérêt de l'internaute qui va privilégier Google dans cette démarche-là.
Donc si on s'attarde un petit peu sur chacune des solutions, le site mobile, les plus on les a un petit peu vus assez rapidement, c'est que concrètement, on a la capacité de dédier une information qui est vraiment spécifique à un mode de consultation. Donc il a exprimé sur des bandes privées. Et c'est vrai que du coup, on peut faire en sorte de dire, bien, j'adresse une offre qui est vraiment spécifique à mon internaute qui est en train de se balader. Et il n'aura pas nécessairement la même que celle que j'ai sur mon site internet. Ça, c'est le premier intérêt. Le deuxième intérêt, c'est qu'on a vraiment une ergonomie qui est vraiment étudiée. C'est vraiment un site en soi. C'est comme si vous répliquiez un site, mais dans un autre environnement. Et du coup, le pendant de cela, c'est qu'à partir du moment où vous avez un site qui est étudié pour ça, il est forcément optimisé. Vous n'embarquez pas n'importe quoi. Concrètement, les photos qu'on a sur un site mobile, ce sont des photos qui sont à taille réelle, telles qu'elles ont été spécifiées, qui sont chargées à taille réelle. Donc effectivement, un grand gain de rapidité. Et on ne va pas s'encombrer des photos qui font 1600 pixels, qui sont illisibles de toute façon, et qui vont être difficiles à télécharger sur son mobile. Donc ça, c'est vraiment le gros intérêt, et le plus qu'on va avoir en site mobile. La rapidité d'exécution. Je vais insister sur ce terme-là parce qu'il y a un moment donné, il y a notre ami, ou ami, en tout cas Google, qui va vous dire, si votre site n'est pas suffisamment rapide dans les résultats, je vais vous pénaliser. Donc, l'autre partie, c'est l'inconvénient, c'est que derrière, vous avez un deuxième site. Donc ça veut dire que concrètement, il va falloir gérer à la fois le site traditionnel que vous avez sur ordinateur et l'autre partie, c'est le site mobile. Ce sont forcément deux outils que vous allez devoir maintenir. Si vous faites une évolution sur l'autre, si la fonctionnalité a du sens, être reproduit sur l'environnement mobile, il va falloir à chaque fois maintenir deux environnements techniques identiques. Voilà. Donc double maintenance. Évidemment, un autre point, c'est que c'est un nom de domaine qui est propre. C'est-à-dire qu'en termes de référencement, vous allez devoir travailler spécifiquement pour cette adresse. Alors, je ne l'ai pas dit, mais la sanction Google, enfin la pénalité plutôt, de l'occurrence, ce sont deux algorithmes qui sont différents. Donc vous pouvez avoir une présence Google mobile totalement différente de la présence PC. C'est pas parce que vous avez une mauvaise présence sur du mobile que vous allez être affecté sur de l'ordinateur. C'est une des confusions qui a couru sur le web à l'annonce Tout à fait. de ce changement. Et on va bien insister sur le point que c'est uniquement du mobile, c'est pas de la tablette. D'accord? La grosse différence, elle est là. Ensuite, le critère, par contre, de travail de référencement est identique. Vous devez travailler de la même manière, que ce soit du site mobile ou du site ordinateur, vous avez les mêmes critères, mais vous avez d'autres critères qui sont spécifiques à du mobile, sur lesquels va insister Google. La taille des caractères, par exemple, la lisibilité, enfin, des caractères, par exemple, et la rapidité d'exécution. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'inconvénient qu'on peut avoir dans la partie site mobile, et forcément le coût de maintenance, parce que les deux sites, vous avez possiblement un hébergement plus gros, ou deux hébergements, enfin bref, il y a une structure technique qui va aller de pair, en fait, vous avez deux sites en soi à gérer. Donc, l'autre pendant, c'est le site responsive. À côté de ça, l'intérêt, eh bien, c'est effectivement la différence du site mobile, quoique vous ne répliquez pas deux sites, vous avez un seul site, donc pas une double conception, vous avez un seul site qui est adapté pour les deux, donc une maintenance qui est beaucoup plus aisée, parce qu'a priori, vous n'utilisez qu'un petit tempête pas trop cher, et puis la majeure partie du temps, vous avez la partie responsive qui est adaptée, sauf qu'elle n'a pas été conçue à la base pour vous. Elle n'a pas été conçue pour votre métier, pas conçue dans une ergonomie, donc forcément, pas forcément adaptée. D'accord? Donc, mais par contre, très simple à mettre en œuvre. Donc, effectivement, on a cette capacité de dire, ça paraît simple, mais ce qui est faux, une fausse approche. Après, on va faire ça. J'aurais juste une question Oui. par rapport au site responsive. Est-ce que vous iriez jusqu'à recommander, ce qu'on peut lire parfois, d'avoir une démarche mobile first, en fait, de penser d'abord pour le mobile et ensuite pour les ordinateurs, les écrans plus grands, ou pas? Alors ça, c'est une excellente question, parce que, en fin de compte, ça va dépendre totalement de votre secteur d'activité. Il est évident que si on est sur le tourisme, la notion de mobilité, elle ne se pose pas, on enfonce une porte ouverte, c'est là où se situe votre public. Je vais citer un exemple, on a eu le cas d'un client qui vendait des produits alimentaires spécialisés dans différentes régions de France. Il a été trouvé par des Japonaises. Ils venaient sur Toulouse comme ça, et ils ont trouvé, elles ont fait la démarche d'aller le voir. On pensait bien que la Japonaise n'est pas venue avec son ordinateur portable et n'a pas consulté le PC avec son ordinateur. Il a bien fallu qu'elle ait un mobile pour pouvoir consulter. Donc, la notion mobile first, elle prend totalement son sens selon le public vers lequel vous vous adressez, et elle peut se légitimer, effectivement, de dire, parfois, on peut concevoir d'abord un site avec une approche, c'est-à-dire je fais
un site mobile pour ma cible. Et puis d'ailleurs après d'aller vers une application si je veux aller sur la fidélisation. Voilà. Donc effectivement ça a du sens. Oui, effectivement, après, je disais en responsive, la phase de conception en amont est forcément plus longue, mais la phase de test également, parce qu'il faut tester tous les cas de figure. Petite résolution, grande résolution, etc. Donc ce qui paraît éventuellement flexible et paraît moins onéreux sur la partie responsive, est un faux ami, quand vous menez vraiment une démarche directement de conception de base, payée pour vous, parce que la phase de conception pour la phase en aval vont être beaucoup plus longues. Ce qu'on va gagner en termes de temps, par contre, sur la partie cycle. Donc, raison souplesse, on va dire, c'est la raison responsive design dans la maintenance, parce qu'effectivement, vous, en tant que marchand, la problématique est parfois plus facile en tant que petit marchand, tout le monde n'est pas un gros acteur avec un salarié derrière pour aider à la gestion. On peut aller plus facilement sur des responsives parce que ça nous paraît être une solution plus adaptée à notre marché dans un premier temps. Par contre, en termes de raison de conversion, et là, je pense que Clémence nous en dira plus, la partie site mobile est beaucoup plus prépondérante. Le meilleur exemple, c'est si on considère aujourd'hui le secteur aux États-Unis, et 100 sites majeurs aux États-Unis, vous avez plus de 80% de ces sites-là qui ont fait le choix du site mobile. Vous n'avez pas de site responsive. Que ce soit, par exemple, Amazon, c'est un site mobile, par exemple. Clémence, est-ce qu'on a justement quelque chose à ajouter pour confirmer Disons que le site responsive n'est pas encore en prod, alors j'ai mis un peu tôt pour me prononcer sur la conversion pour comparer. Donc, non, pour l'instant, c'est vrai que le site mobile, oui, en expérience utilisateur, on voit qu'on a des bons taux, donc à suivre. Alors après, c'est vrai, juste pour revenir là-dessus, c'est que l'avantage du site de la partie responsive, c'est que vous ne ciblez pas uniquement la partie mobile. Vous êtes sur l'ensemble des résolutions, et le gros avantage chez ça, c'est que vous pouvez quelque part privilégier une navigation pour l'ensemble des cas de figure. Que vous ayez un superbe Mac, ou un vieux ordinateur, ou la partie tablette, ou mobile, quelque part vous allez pouvoir adresser un confort d'usage pour l'ensemble de vos utilisateurs. Merci. On va passer à la question sur l'application mobile. Je donne la parole du coup à Alain. Est-ce que vous pouvez nous préciser l'intérêt d'une application mobile en tant qu'expert des applications pour une entreprise? Oui, alors, expert déjà c'est un peu... Alors je vais peut-être prendre une marche, ça va réveiller un petit peu les gens au fond. L'application c'est avant tout un outil de marketing et de communication. C'est pour ça qu'il y a une véritable complémentarité entre le site web et l'application mobile. Pendant des années, on a dit site web, site mobile ou application mobile. On a essayé de les confronter alors que depuis le départ, cette question ne devait même pas se poser, puisqu'on est sur des utilisations qui sont quand même différentes et des outils qui sont différents. Le site mobile, on en a pas mal parlé avant, on est quand même sur un outil qui va être, pour schématiser un petit peu, plus dans la consultation, où on a une audience qui vient consulter. Et si on prend l'application mobile, on est un petit peu à l'inverse, c'est-à-dire qu'on est sur un outil là, applicatif, plutôt logiciel, et qui va être plutôt poussé vers les utilisateurs. Bon, c'est pour schématiser un petit peu, mais en gros c'est ça. Et donc on va retrouver des services dans l'application mobile qu'on ne va pas forcément retrouver dans le site mobile. Et aussi, on va pouvoir mettre en place des outils qui sont beaucoup plus liés justement à la fidélisation, à la relation client, et donc à toute cette communication qu'on peut avoir avec ses utilisateurs. Pour moi, déjà d'une part, pour reprendre un petit peu sur le mobile, pour moi le mobile et l'application mobile, c'est un petit peu la revanche du commerce local sur le e-commerce en général. Parce que ça permet à des commerçants de proximité, à des commerces locaux, d'avoir avoir un canal de communication qui est fortement adapté à ses clients,
qui sont donc en situation de mobilité, qui va leur permettre un véritable outil qui va leur permettre de garder un contact et une relation et se servir du web, puisque l'application c'est quand même du web, pour toucher ses clients. Alors qu'avant, ils devaient juste se contenter de leur site web, qu'il soit mobile ou pas, mais ils n'avaient pas l'opportunité de tirer vraiment parti de l'outil web. Donc cet outil de fidélisation, alors par exemple, on peut donner, je peux donner un exemple qui n'est pas franco-français, mais enfin, qui n'est pas du tout français même, mais qui est européen. C'était en Suède. C'est un parc d'attractions suédois qui a mis en place une application mobile pour faire patienter ses clients dans les files d'attente. Et c'était un système de jeu qui permettait donc de jouer pendant la file d'attente, et le gagnant pouvait passer en priorité. C'est une application donc, qui a rencontré un très grand succès avec plus de 250 000 téléchargements, 1 700 000 parties qui ont été jouées. Donc, pour un petit parc d'attractions, c'est quand même des chiffres qui sont impressionnants. Et ça montre bien qu'on peut mettre en place des solutions qui sont vraiment complètement décorrélées de la communication qu'on a l'habitude de faire avec un site web et qui permettent un engagement plus fort avec ses utilisateurs. Donc il faut voir l'application mobile comme un véritable nouveau canal de communication, un outil à part entière qui va avoir sa propre stratégie. L'application mobile, c'est aussi un outil qui va permettre d'utiliser plus facilement les fonctionnalités natives du téléphone. Alors je dis plus facilement parce qu'en fait maintenant avec les nouvelles technologies, les nouveaux langages web, on peut utiliser de plus en plus de fonctions natives du téléphone en mode web, mais l'application mobile est vraiment parfaite pour ça. Et vous allez pouvoir utiliser des outils comme la caméra, le micro, l'accès aux photos, etc. Donc c'est ce qui va vous permettre, en réfléchissant à toutes ces fonctionnalités qui sont présentes dans le téléphone du client, comment vous allez pouvoir interagir avec lui, qu'est-ce que vous allez pouvoir lui proposer. Vous allez pouvoir récupérer sa liste de contacts, par exemple, enfin bien sûr avec son accord. Et derrière, vous allez pouvoir générer un petit peu de viralité, du partage, de manière différente de ce que vous pouvez le faire sur le web. Donc c'est des choses auxquelles il faut réfléchir quand on choisit d'aller sur le mobile, et particulièrement quand on décide de faire une application mobile, parce que vous avez des opportunités importantes et vous pouvez mettre en place de nouveaux outils et donc de nouvelles perspectives dans votre approche de la relation client. Voilà globalement pour l'application. Oui, alors bon, j'ai quelques petits mots à dire aussi sur la partie mobile, puisque je parle de complémentarité. Dans l'outil que nous proposons, ça permet de faire une application mobile et ce qu'on appelle une web app. Une web app, c'est du site mobile, mais on a plutôt tendance à dire web app parce que c'est un petit côté applicatif. Donc on est quand même très lié à cette complémentarité. Le plus important sur la partie, enfin quelque chose de très important sur la partie site mobile, c'est de bien connaître ses clients pour adapter sa stratégie. Donc c'est tout aussi vrai sur la partie application, bien sûr, puisque vous allez mettre en place des outils pour cette relation client, mais sur la partie site mobile, on peut se contenter d'être un petit peu feignant, je dirais, et on en a parlé tout à l'heure, Jérôme en parlait sur la partie responsive, ça peut être un petit peu un peu le côté feignant, mais des fois c'est tout à fait pertinent d'être seulement responsive et de ne pas faire un site mobile distinct. Mais le plus important à la base, c'est de connaître ses clients, alors notamment d'analyser les requêtes qui sont faites depuis un mobile pour accéder à votre site. Vous allez avoir une mine d'informations de ces utilisateurs qui utilisent leur mobile pour venir sur votre site web. Et parce que derrière, vous allez avoir la notion qu'est-ce qu'ils recherchent comme contenu, qu'est-ce qu'ils sont venus chercher sur votre site web alors qu'ils étaient en situation de mobilité. Alors vous allez avoir les requêtes traditionnelles que vous retrouvez aussi sur un PC, et vous allez certainement avoir, et
c'est là tout l'intérêt si vous avez un pourcentage de requêtes important qui sont spécifiques à un type de contenu en particulier. Vous savez que si vous devez faire votre site mobile, vous n'allez peut-être pas passer sur du responsive, vous allez faire un site mobile à part pour pouvoir mettre en avant ce type de contenu-là. Et un autre élément important, c'est aussi de laisser les choix, laisser le choix aux utilisateurs. Si vous avez fait un site mobile en particulier, distinct, c'est de donner la possibilité à l'utilisateur d'atteindre le site classique, parce que ça vous permet de répondre à tous les types de demandes. Surtout si vous analysez vos requêtes et que vous remarquez que, par exemple, vous avez 60% de requêtes qui sont liées à un type de contenu donc, que vous voulez pousser sur votre site mobile, mais que vous avez quand même 40% de requêtes qui sont plus génériques. Donc là, vous avez un peu le cul entre deux chaises, si je peux me permettre, mais vous n'allez pas pouvoir vraiment trancher. Donc il vaut mieux pouvoir aussi laisser le choix à un utilisateur d'aller sur le site classique. Et bien sûr le téléchargement de l'application. Ah, c'est dommage, j'avais pas juste. Je suis désolée. Ça a été échauffé là. J'aurais en plus laissé la possibilité de poser une question ou deux à la salle. Entre prendre ces 2 minutes, je suis vraiment désolée. Il y en a un timing à respecter pour les suivants. Donc voilà, je vous pose une question. Alors moi je voulais savoir entre site mobile et responsive, est-ce qu'il y a une différence de coût? Parce que fut un temps au début du responsive c'était plus cher. Est-ce que c'est au même niveau ou tout dépend de ce qu'on fait, de ce qu'on crée? En fin de compte, vous y répondez, parce que ça dépend totalement du projet en soi. Sur du petit projet relativement modeste, effectivement, la notion de site responsive peut être relativement moins onéreuse, en tout cas pratique comme tel au départ. Sur des sites qui sont un peu plus denses, avec une audience plus importante, la question ne se posera pas, c'est-à-dire qu'on ira naturellement sur du site mobile pour les raisons évoquées, c'est-à-dire que j'adapte mon offre par rapport à mon audience. Mais la question n'est pas fondamentalement sur la conception que les coûts que ça représente au niveau de la maintenance. C'est-à-dire qu'au global, effectivement, si vous mesurez le coût, un site responsive qui est quand même bien étudié, vous direz sur le lieu, vous direz que le responsive est quand même pas mal pertinent. Il n'en a pas moins, c'est énormément de conception. Donc il est indéniable qu'en termes de coût, le site responsive n'a pas été donné, on va dire. Mais sur la partie, au global, sur la partie maintenance, référencement, si on met tout à bout ça sur un site mobile, ça va représenter certainement un coût d'acquisition beaucoup plus important. Merci. Peut-être une toute dernière question. Vous laissez la personne, monsieur. Oui, il y a un gros problème de fragmentation sur le marché du mobile, que ce soit en site mobile ou en application embarquée. Vous direz comment on conduit une application développée par comment se passe. Vous parlez donc certainement de la fragmentation des OS entre Windows Phone, iOS. iOS est interne à iOS, Android est interne à Android, et Windows Phone est interne à Voilà, on parle de cette fragmentation-là. Alors en effet, cette problématique-là, l'idée c'est surtout d'être présent sur un maximum de téléphones, donc un maximum d'OS. Il y a 3 OS en particulier, donc iOS, Android et Windows Phone, sachant que iOS et Android représentent grosso modo 90% des systèmes. Alors, vous avez plusieurs choix, soit vous utilisez un outil qu'on appelle cross-platform. Donc nous, c'est par exemple un outil comme le nôtre, c'est un outil qui va vous permettre avec un seul développement de déployer sur les différents systèmes d'exploitation et donc d'avoir une seule maintenance. Soit vous faites le choix de développer spécifiquement pour chacun des téléphones. Et forcément, derrière, il y a les coûts de maintenance et les coûts de développement qui sont démultipliés. Pour moi, le choix du développement spécifique sur chaque système, pour un commerçant en tout cas, puisqu'on parle de commerçant, c'est complètement disproportionné. Alors bien sûr, après, ça dépend de la taille du commerçant. Et surtout c'était moins vrai il y a quelques années, mais maintenant il y a quasiment
je dirais pas de différence à se déployer avec un outil cross-platform plutôt que de faire du développement spécifique. Ça dépend bien sûr derrière de tout ce qu'on veut faire, mais de ce qu'on a pu remarquer, vous avez quand même des outils maintenant qui vous permettent d'avoir un niveau de performance équivalent. Merci beaucoup. Et merci à tous. Bien sûr, les intervenants, je me doute qu'ils répondront aux questions dehors, dans le couloir ou à l'espace détente. Ils seront certainement disponibles pour répondre à vos questions si vous venez. Merci.